Donc, on est en route. Bienvenue à tous pour ce premier live Bankless France. Donc, c'est un peu spontané, comme on va le dire pour l'instant, mais c'est aussi dans comment dire, dans l'esprit du projet. Donc, désolé pour le départ un peu tumultueux. On essaye un nouveau système essentiellement pour live streamer, qui implique un peu moins de trucs genre Zoom et Google et un peu plus de trucs open source. Donc, c'est assez intéressant. Mais donc oui, pour aujourd'hui, l'idée c'est de vous proposer une sorte de support un peu plus interactif que l'article qu'on a publié tout à l'heure. Je vous le remets dans le chat si vous l'avez raté. Il est assez rapide à lire. Et donc comme on le disait dans l'article, un des éléments assez fondamentaux sur Bankless France, c'est l'idée d'essayer autant que possible de faire les choses bien. Bien dans le sens aligné avec une certaine vision par rapport à Ethereum et à la finance décentralisée, et donc à essayer d'en reprendre les valeurs qui sont les plus saillantes et les implémenter autant que possible dans notre projet. Donc la plus évidente pour nous et la plus simple surtout à implémenter, c'est bien évidemment la transparence, et c'est ce qu'on essaie de faire avec cette initiative. Mais ça implique aussi d'autres choses comme à terme, pourquoi pas des choses même comme l'interopérabilité ou des choses comme ça. On pourrait arriver à répliquer ça avec une sorte de réseau de projets associés à Bankless France par exemple. Mais ça c'est plus loin dans le futur. Donc ouais, juste pour faire un petit récap rapide de l'état des lieux, disons, et comme ça on a une base après pour ouvrir un peu plus. L'idée de base, c'était de départ, pardon, c'était d'offrir donc une adaptation française de Bankless, mais on est attentif quand on dit adaptation et non pas traduction. Donc il y a vraiment une idée c'est-à-dire qu'on a souvent cette question où les gens nous demandent quelle est la relation avec la maison mère, en quelque sorte. Et donc, elle est très bonne. Ryan est vraiment un gars qui fait un boulot exceptionnel. Il faut reconnaître ça. Et on a de la chance d'avoir un matériel aussi qualitatif comme source d'inspiration. Et pas que le contenu en lui-même. On a aussi de bons échanges avec Ryan sur les premiers jours de Bankless version américaine, pardon, en anglais. Et comment il a réussi à faire en faire un mouvement, en fait. Et donc, il y a des bons échanges à ce niveau-là, mais la relation est plutôt dans une logique de franchise, en fait. Donc, c'est-à-dire que on utilise les contenus qu'on traduit, bien sûr, de Bankless anglais. On va potentiellement, à terme, renvoyer des contenus dans l'autre sens, les meilleurs contenus vers le Bankless en version anglophone. Mais il y a quand même, comme vous avez pu le voir, une identité propre de Bankless francophone, français, je suis un peu perdu entre les deux. Mais oui, donc on veut vraiment, comme vous pouvez le voir sur notre logo, mettre l'accent sur cette dimension francophone plus que française, parce qu'on pense que ça a une valeur assez intéressante, et tant qu'à faire, si on fait un projet qui se veut communautaire et comment dire, assez proche des gens, puisque en français et ainsi de suite, autant aller jusqu'au bout et avoir une démarche aussi inclusive que possible. Donc voilà, je ne sais pas si je suis un peu trop long, j'espère pas. C'est pour l'esprit Bankless, disons. Ça fait un long monologue, donc maintenant j'aimerais bien qu'on rentre peut-être un peu plus dans vos questions, si vous en avez, ou dans un échange en tout cas sur là où on en est. Donc juste en termes de nombre, puisque c'est à peu près la première chose sur laquelle on peut communiquer maintenant. Donc pour l'instant, Bankless a juste une inscription gratuite. Vous mettez juste votre email et c'est parti. Et je crois qu'on vient de dépasser 270 ou quelque chose comme ça, personnes qui sont inscrites à la version gratuite. Donc merci à vous, ça fait vraiment plaisir de voir l'engouement. Ça c'est un fait. Après on est quand même, voilà, on garde la tête froide avec John. On sait bien que, disons que pour l'instant c'est quand même assez simple, dans le sens où ça reste un simple dépôt de mail dans une liste, et vous recevez a priori du contenu de qualité. Donc, je veux dire, c'est assez facile d'arriver à un sign-up dans cette situation-là. Le projet plus long terme, c'est bien sûr, comme on en parlait, d'avoir quelque chose d'un peu plus soutenable. Et donc, ça implique différentes formes de revenus, dont potentiellement à terme une version payante qui incorporerait plus de choses. Mais donc deux choses à ce niveau-là, comme on le mettait dans l'article, mais on va le rappeler juste pour être sûr.
ce qui tourne actuellement des opérations de Bankless, donc c'est-à-dire le point du lundi, la traduction le point, pardon, un lundi sur deux, la traduction d'un article original Bankless un mercredi sur deux et une discussion tous les vendredis, on considère ça comme le socle minimal gratuit et organique. Et donc, c'est vraiment la vocation du projet, en fait, ça va être de trouver une manière de soutenir, en fait, les coûts engendrés par ce socle gratuit, de manière à pouvoir le proposer de façon pérenne. Et ça impliquerait peut-être, comme je vous le disais, donc, du sponsorship, mais peut-être aussi des choses comme une version payante pour les gens qui veulent supporter Bankless plus abondamment et qui auraient accès à des contenus spécifiques, différents, ou peut-être même d'autres choses. On y réfléchit pour l'instant, c'est assez, comment dire, ça reste à définir et comme comme une bonne partie du projet, disons, c'est quelque chose qui se définit en vol au fur et à mesure qu'on avance. C'est une longue intro. Du coup, John, peut-être que maintenant, tu voudrais partager un peu sur la dimension éditoriale et sur les enjeux que tu as pu rencontrer sur la première traduction, qui est en fait un article assez fondamental en termes de la méthode, disons, Bankless, telle que définie par Ryan. Le Skill Cube est un peu un de ces fondamentaux qui permet de mieux comprendre l'ensemble. Alors oui, du coup, il base effectivement tout son programme autour de ce Skill Cube. Donc, c'est un petit schéma, une carte qui nous permet de nous retrouver. Ah, j'entends plus rien, non. J'ai été muté, mais je suis toujours là, t'en fais pas. Ok. Du coup, voilà. Cette newsletter a vraiment une visée de vulgarisation, et c'est vrai qu'il fait ça très 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 bien. Donc, on essaye de poursuivre dans cette lancée avec une traduction. On tente de faire plutôt carré, simple, sans aller chercher des mots trop compliqués. Voilà. Ensuite, alors, comment est-ce qu'on en est venu là? Donc, je l'ai dit un peu dans l'article. Alors moi, ça fait un moment que depuis 2016, je lorgne le milieu. J'ai jamais été en contact avec la communauté. Avant, j'ai jamais été en contact avec la communauté avant 2018, oui. Non, 19 même. On va dire que un bon moment, j'avais un certain recul sur le sujet. Et puis là, voilà, je suis tombé sur DeFi France. Je sais plus le premier DeFi France, quand est-ce qu'il s'est fait? Il me semble que c'était novembre le premier meet-up et octobre la création du Telegram. Voilà, peut-être le deux en fait. J'ai dû rejoindre un groupe bon là c'était du trading, mais des gens qui m'ont bien accueilli en juin, donc je ne veux pas les nommer ici, mais je les remercie beaucoup parce que ça m'a permis de rentrer en contact avec des gens très sympathiques. J'en avais pas des bons retours, alors qu'en fait, bon, je pense que si on reste entre personnes. C'est un scénario que j'entends pas mal, moi, honnêtement. C'est-à-dire les gens qui découvrent l'industrie par un aspect plutôt, disons, trading, quoi. Que ça soit plus, tu sais, on va aller suivre l'été à Wizards qui font des coups avec des triangles dans tous les sens, ou plus des choses, le gars qui t'aide à essayer de trouver le altcoin qui va faire x50 sur l'année prochaine. Ouais, je pense qu'en soi, la motivation, c'est aussi ça que j'aime beaucoup dans et pardon, je te rends la parole après. Mais c'est aussi ce qui m'a, moi, motivé et donné envie de travailler sur une version française de Bankless. C'est que c'est vraiment quelque chose qu'il y a dans l'approche originale de Bankless qui, en soi, on ne se soucie pas vraiment de la raison pour laquelle tu as poussé la porte la première fois, quoi. C'est-à-dire, du moment que tu n'es pas reparti directement, que tu as eu des choses. Parce que la première fois que tu passes cette porte-là, c'est quand même.
voilà, c'est quand même, ça peut être assez effrayant, ça peut être intimidant, ça peut être juste trop complexe, ça peut être plein de choses en fait, plein de trop de choses. Et du coup, ceux qui sont restés, même si ça leur a pris après 6 mois ou plus pour commencer à creuser un peu plus, je trouve qu'il y a déjà un certain mérite là et c'est important d'être dans cette approche de ne pas juger sur les raisons qui t'amènent à la finance décentralisée ou au crypto, quoi. Mais, euh, mais, du, mais du coup, par rapport à ce groupe-là, justement, il me manquait quelque chose. J'étais toujours en train d'essayer d'expliquer des choses par-ci, par-là. Pourquoi du comment, parce que finalement, moi, le trading, ça m'intéresse pas plus que ça. En dehors de son aspect technique, on va dire. Euh, voilà, du coup, après, je suis arrivé sur DeFi France et, voilà, et limite, moi, j'étais tout timide parce que tout le monde, justement, était dans cette volonté d'expliquer, de montrer des choses qui avaient du sens, quoi. Parce que le trading, il n'y a pas forcément de volonté de changer le monde, par exemple, ou de changer la finance. Ce que fait ce que je pense essaye de faire la DeFi. Bon, on verra si ça marche pas. Mais pour ça, faut suivre et faire partie du mouvement pour voir si ça donne quelque chose. Voilà. Et du coup, de fil en aiguille, bah, j'ai cherché à trouver ma place. Et effectivement, la traduction, c'est quelque chose qui m'intéresse pas mal. Bon, moi, je suis développeur à la base, donc c'est un peu compliqué de faire la vulgarisation, alors que là, donc avec des supports aussi bons que ceux de Ryan, c'est vrai que bah, c'est plus simple. Voilà. Ouais, et j'aime beaucoup, pour revenir là-dessus, parce que c'est vrai que c'est assez chouette, et j'aime bien raconter cette histoire, en fait, parce que je trouve elle nous dit des choses peut-être aussi sur qu'est-ce que ça va donner à terme, une fois qu'on aura des outils et des choses un peu plus formalisées, disons, pour structurer ce genre d'interaction, si tu veux. Parce que nous, ça s'est passé de manière très chanceuse, disons, où tu vois, tu t'es un peu trouvé au bon moment, au bon endroit. Ce jour-là, tu étais motivé pour faire cette trad, ça t'a mis sur mon radar. Il y avait déjà celle d'avant où je t'avais repéré, et à partir de là, tu vois, quand j'ai commencé à parler avec Ryan et quand le projet d'un Bankless France a commencé à naître, si tu veux, j'étais déjà capable de lui dire avec une certaine confidence. Je sais qu'on a des gars dans la communauté pour traduire, même si à l'époque, c'était pas encore forcément John. Mais c'est ce côté-là de savoir que ouais, c'est les connexions initiales que tu as besoin pour lancer le projet, quoi. Et bon, là, c'est vrai qu'on est encore à une échelle où on peut le faire, on le fait comme ça, quoi, avec un groupe. Ouais, salut les gars, moi je veux faire ça. Il y a des gars intéressés. Et généralement, tu as 2-3 personnes et ça y est, tu peux commencer à discuter. Mais je pense que l'étape critique pour nous, c'est vraiment nous en tant que communauté industrie au sens large. C'est vraiment cette question de comment on structure ces interactions, quoi. Comment on fait en sorte que les bonnes personnes, il n'y a vraiment pas de jugement de valeur dans tout ça. C'est plus les personnes adaptées se rencontrent au moment adapté, dans une structure qui est adaptée à leur projet afin qu'ils le portent vers la prochaine étape, quoi. Et ça, c'est plus des choses auxquelles je réfléchis, disons, en arrière-plan, mais que j'essaie aussi de voir s'il n'y a pas des manières de mettre ça en pratique dans Bankless France. Ok, alors, on était. Euh, du coup, voilà, bon, moi, vraiment, j'en parle. Quelque chose qui m'a frappé, c'était le discours de Mariano Conti à DEFCON 5. Donc c'était où à Osaka, ou je sais plus, c'est ça? Enfin, au Japon, je sais plus où exactement. Ça m'a vraiment frappé. Ouais, en effet. Et, cette utilité de la finance décentralisée eh bien comment dire, pour aider des gens qui sont dans un pays dont l'économie est en train de couler, alors que le monde entier autour d'eux ne coule pas. Donc pourquoi est-ce que coulerait alors que bon, voilà, on est quand même un ensemble peut se soutenir, etc. Et je trouve que c'est un peu le sens de ça. Donc c'est Brice qui disait ça souvent, ou qui doit dire toujours ça. Bon, moi j'ai tel objectif, ils sont peut-être un peu plus financiers, purement financiers, spéculatifs même, disons-le.
Euh, alors, donc j'utilise ce système et en face, à l'autre bout de la planète, il y a quelqu'un qui va l'utiliser aussi et qui va trouver une utilité à ce que moi je suis en train de faire. Voilà. Ouais. Tu touches un point important là, juste pour rebondir sur Mariano. Parce que c'est vrai que moi aussi, à mon niveau, ça m'a pas mal impacté. Disons, dans m'aider à réaliser un peu. Parce que ma perspective, moi, ça reste plutôt l'utilisateur final, quoi. C'est plutôt ça mon souci principal. Et avec ce talk-là, Mariano a quand même aussi un peu, je sais pas, peut-être que dans 10 ans, on dira, il a mis les bases de, en gros, la mise en pratique de la DeFi, quoi, dans un environnement concret, c'est-à-dire vraiment une logique de, j'ai un environnement économique donné, comment j'utilise les outils de la DeFi pour améliorer ma situation financière personnelle, quoi. Ou alors, en tout cas, la maintenir. Lui, c'était plus son approche initiale, je pense, de côté évaluer, éviter, pardon, la déflation. Mais en fait, en soi, l'approche, si tu la généralises comme ça, donc une analyse de la situation économique et financière, et après, utilisation de la DeFi pour augmenter la situation personnelle, améliorer la situation personnelle, elle se généralise en fait à peu près partout, et elle n'est pas dépendante d'une monnaie fiduciaire faible. Et donc, elle fait du sens aussi, même en Europe, et c'est à peu près l'approche que j'ai explorée avec mes différents contenus, et ainsi de suite. Ça, c'est un premier point qui est vraiment important, je pense. Du coup, c'est cool que tu le rappelles, ouais. Et j'en avais un deuxième que j'ai perdu en route. S'il me revient, je te ferai savoir. Ok. Du coup, oui, bah, ouais, j'avais besoin de trouver ma place ici. Bon, c'est vrai que ça faisait un sacré bout de temps que j'étudiais le milieu. Bon, il y a eu 2016, il y a eu l'après 2016, même en 2017, c'était, bon, je pense que c'est une période oubliée. Enfin, à se souvenir, mais qu'il faut oublier, entre guillemets. Je sais pas si je suis clair. Euh, et, et là, on voit quelque chose qui se construit vraiment. Je pense que c'est une chance d'être là pour ne serait-ce qu'observer, pour ceux qui veulent pas y toucher, ou mettre les mains dans le cambouis, comme on dit. Puis maintenant, c'est plus du cambouis, hein, on a des belles applications comme Argent, qui permettent à presque n'importe qui, bon, il faut avoir le téléphone qui va quand même, qui permet de toucher cette DeFi qui à la base est extrêmement complexe et qui peut être simplifiée. Voilà. Ouais, alors ça m'est revenu, tu m'as mis même un deuxième point. Donc, le premier, je pense, c'était plus par rapport au discours de Mariano Conti et à ce que tu soulevais tout à l'heure. C'est en fait, pour moi, c'est vraiment ce qui m'a fait comprendre un peu cette logique de ne pas juger les gens sur leur motivation pour venir à la crypto ou à la DeFi. C'est qu'en fait, pour moi, un système comme ceux que tu peux trouver sur Ethereum, tu vas avoir des mécanismes où la cupidité de l'un apporte un service à l'autre. Donc, pour mettre ça plus factuellement, c'est-à-dire en gros, un gars qui ouvre un CDP, par exemple, chez Baker, peut-être qu'il a envie d'avoir du DAI ou tout ça, mais il prend en gros un certain pari sur le marché, et après, il va mettre ses DAI sur le marché secondaire ou les prêter ou autre, et il va apporter un service à un autre utilisateur par l'intermédiaire de Baker en tant que facilitateur, mais c'est les deux qui jouent un rôle actif, en fait. Et donc, ça, je pense que j'aime bien le mettre en lumière pour vraiment souligner le fait que c'est quand même assez unique en soi, parce que d'un côté, tu as un mec qui en fait, est motivé simplement par son intérêt personnel, mais donc spéculatif, mais en fait, son intérêt personnel et spéculatif s'inscrit dans disons, le meilleur intérêt d'un système un peu plus global, et ce système lui-même apporte un service à des utilisateurs, donc un service qui peut être un stablecoin, qui peut être du prêt, ou ainsi de suite. Et je trouve que ce schéma-là, c'est vraiment important de souligner, parce que c'est assez spécifique à la DeFi. Et ouais, donc pour clore la boucle, ça te permet aussi après d'être un peu plus cool par rapport à pourquoi les gens sont là, quoi. C'est-à-dire le gars qui à tes yeux est ultra spéculateur et que tu pourrais avoir tendance à voir en parasite,
en soi, si le système est bien agencé, bah c'est un gars qui est autant parasite que pilier du système, tu vois, d'une certaine manière. Euh, bon, alors bien sûr, c'est un enjeu. Il y a souvent des problèmes de déséquilibrage d'incentives et des choses comme ça en fonction des systèmes. Mais du coup, c'est vraiment une possibilité qui est très intéressante, je trouve. Oui, oui. Alors moi, je le vois un peu autrement, ça, mais c'est la même idée derrière, c'est que au final, un système qui est un peu organique, de toute façon, il finira par être équilibré d'une manière ou d'une autre. Où il est visible, on peut construire des choses autour. Ce qui marche pas, eh ben, ça s'écroule. Ce qui marche, eh ben, ça grandit. Euh, bon, enfin, je vois un truc vivant, moi, autour de la DeFi. Et qui, au final, n'a pas de. Voilà, il n'y a pas de pensée précise dans le mouvement global. Voilà. Je sais pas si je suis Ouais, compréhensible. ouais. Ça, c'est assez, après, c'est un peu l'enjeu. C'est quoi la fin du jeu pour la DeFi ou des questions comme ça. Et là, je pense que c'est assez dur aussi peut-être de se positionner sur des trucs comme ça à l'heure d'aujourd'hui. Parce que je te rejoindrais sur le fait que c'est essentiellement des outils. Et en soi, dans le code en eux-mêmes, et alors c'est déjà une grosse approximation, mais ils sont assez neutres, disons. La question, ça va plutôt être quelle implémentation faite de ces outils va devenir mainstream, va devenir proéminente. Et au final, c'est ces implémentations-là qui vont définir qu'est-ce qui est normal, j'ai envie de dire, ou pas normal pour les gens. Et encore une fois, pour juste ramener ça à des trucs plus réels, prenez la situation, par exemple, des réseaux sociaux. Il n'y avait pas vraiment de c'est quoi normal sur un réseau social, c'est quoi stalker, c'est quoi être chelou, quoi, ou être juste populaire. C'était des trucs assez flous à l'époque de MySpace et early Facebook, quoi. C'était un peu. Parfois, tu avais des pages populaires parce que le gars, il avait passé des heures à faire un design de taré. Parfois, il était juste drôle et il avait mis 3 lignes marrantes et du coup, c'était populaire aussi. Mais il n'y avait pas vraiment de standard, de modèle, quoi. Et je pense que c'est ce qu'on a vu, nous, on a à peu près le même âge, moi et John, à l'échelle de notre, disons, adolescent à l'âge adulte. C'est ça, c'est la standardisation des codes sur les réseaux sociaux grâce à leur adoption massive de certains d'entre eux qui ont défini leur propre code. Donc, les formats courts ont plutôt été définis par Twitter, Facebook a défini les partages avec les amis, et des choses comme ça, et ainsi de suite. Et du coup, voilà, ça je pense que ça nous montre vraiment que, au fond, ceux qui ont pesé le plus dans cette décision, qui consciente ou pas, mais dans l'élaboration de cette norme, j'ai envie de dire, ben, c'est les Facebook, les Twitter, les Instagram et tout ça. C'est pas les penseurs qui étaient à côté en train de dire oh, un réseau social, ça doit être ci ou ça, ou même les commentateurs ou les gens comme ça. Au final, c'est vraiment au niveau du produit lui-même, dans son design, il y a des choix qui sont faits qui correspondent à des philosophies ou des assumptions en tout cas, qui après créent une sorte de culture autour du produit. Et, euh, et il faut être vraiment très conscient de ça, je pense, à l'étape où on est aujourd'hui. Oui, oui. Je suis pensif. Du coup, on en était. On a vu donc Mariano Conti par rapport à l'article. On a vu donc on en a pas parlé, mais la- je perds mes mots. Les origines un peu de Bankless France, comment ça s'est passé, le développement avec Ryan. Le Ouais, système partenaire des banques, voilà. ouais. Donc, ça, c'est pareil, bon, je sais pas si ça va se reproduire avec ce qu'ils disent dans la DeFi, mais c'est vraiment une proposition de valeur qui est complètement différente. L'une semble en tout cas sûre, l'autre un peu éthérée, alors que voilà. Euh, bon, euh, voilà, et ça nous amène à, à début 2020, donc où Fabrice, tout enjoué, avait réussi à proposer à Ryan de produire une version française de Bankless France.
Donc enfin de Bankless, pardon. Voilà, c'est vraiment quelque chose de particulier quand même dans ce milieu. Bon alors je sais pas comment dire ça. Ouais, l'universalité du but de la DeFi. Il y a plus une notion de, bon, il y a de la compétition, hein, mais il y a une notion d'alliance, il y a une notion de. Ouais, la compétition change un peu de sens quand quand as comme valeur fondamentale transparence, interopérabilité et accessibilité. Parce que souvent, la compétition est un peu, se manifeste à travers ça, quoi. C'est-à-dire, on ferme accès aux services, on ferme accès aux API ou aux choses comme ça. On rend le code closed, enfin, je sais pas quoi, mais il est pas public, quoi. Toutes ces choses-là qui, là, au final, sont ouvertes par défaut, quoi, disons, dans les projets DeFi. Et on voit on voit à quel point ça marche bien avec AV, apparemment qui sont ultra open. Voilà, alors bon, Oh non, t'inquiète pas. Mais disons que comme vous êtes un peu timide, vous, lecteur de Bankless France, on doit broder. On a peut-être assez brodé et on va peut-être fermer tranquillement. Mais oui, peut-être que c'était un peu soudain. Donc on apprend au passage. C'est pas grave, on est ouvert à ça. Mais idéalement, on aimerait avoir un truc un peu plus interactif pour les prochains. Donc je vais réfléchir à comment on peut structurer ça. Je vais quand même vérifier le chat avant de. Non, il n'y a vraiment rien. C'est calme. À moins que ça se mette pas à jour ce truc. Attends, je réfléchis au cas où. Ça se trouve, on a un gars qui nous pose 10 questions depuis tout à l'heure. J'aimerais bien. Existes-tu, petit curieux? Non. Non, monsieur curieux n'existe pas encore. Il faut qu'on travaille un peu plus dur pour attiser sa curiosité. Du coup, oui, à part si tu veux mettre un petit mot de la fin, je pense que voilà, on peut arrêter là pour ce premier stream. Donc, on pourra aller clore la boucle en 1 minute. On avait pour objectif au lancement d'avoir, en scénario idéal, 250 personnes qui recevraient le premier email. Je crois qu'on en a eu 227, il me semble, au moment du premier email parti. Donc, c'était vraiment pas loin. Maintenant, on est plus sur une trajectoire de trouver notre rythme dans cet agenda qui est quand même assez soutenu. Donc là, c'est plus avec John se trouver une bonne mélodie interne, disons, de quand est-ce que les choses sont écrites, verrouillées, revues et ainsi de suite pour que ça tourne, que ce soit une bonne petite musique. Et après, à partir de là, réfléchir à qu'est-ce qu'on peut rajouter sur ce socle, autant en choses, disons, ponctuelles que des actions plus régulières pour continuer à, oui, en fait, remplir notre objectif initial, vous aider à mieux comprendre ce qui se passe dans la finance décentralisée, à saisir l'importance de ce qui est en train de se jouer dans cet environnement et potentiellement après vous-même en tirer profit. Tu nous fais un petit mot de la fin, John, ou c'est pour moi? Eh bien, il y a un sujet intéressant la semaine prochaine, donc à mercredi. Voilà, donc il continuera à mettre en place le cadre de travail. Donc on a commencé par donc on a eu le Skill Cube et on va continuer par, bon, ce sera une question de monnaie, c'est large, je me mouille pas. Voilà. Ah ouais, super. Oui, c'est peut-être aller pour finir là-dessus, parce que je sais pas si on l'a explicité quelque part, ça encore. Notre approche reproduit aussi celle de Ryan dans la logique où ce que propose Ryan, c'est un socle évolutif et cohérent. Donc c'est en fait que chaque email construit un peu sur le précédent, apporte une nouvelle grille de lecture et c'est un peu comme des maillons qui s'enclenchent entre eux et qui vous aident après à avoir plus de perspectives. Donc on essaie vraiment d'avoir cette approche-là nous aussi, où les articles qu'on a choisis avec John et Ryan pour commencer, c'est plus des articles fondamentaux et assez intemporels. Donc vraiment des outils d'analyse, quoi, comme le Skill Cube, c'est vraiment le paragon de ce genre d'article, je pense. En effet, ça nous permettra après d'aller plus sereinement vers des sujets plus appliqués.
Voilà, je pense que c'est bon pour cette semaine. On vous dit donc à vendredi pour la discussion sur... on va revenir aux origines de l'argent ce vendredi, je pense. J'ai un petit sujet assez sympa. Et mercredi prochain pour le prochain article. Bonne soirée. Ciao.